Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Cette année marque le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, un anniversaire qui coïncide également avec l'adoption du nouveau plan quinquennal. Alors qu'avec l'émergence de la Chine, de plus en plus de discussions sont lancées par les médias et les chercheurs un peu partout dans le monde, justement pour essayer de déchiffrer les mythes qui circulent autour du système politique chinois et en particulier autour du Parti communiste chinois. Et nous avons recueilli les questions les plus fréquemment posées par les étrangers à travers Internet et différentes enquêtes. Et aujourd'hui, en compagnie de nos invités, nous allons décoder certains concepts fondamentaux. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, et M. Joseph Olivier Mento, doctorant en sciences politiques à l'Université de Beijing. Alors, on va commencer par un sujet fondamental, une question fondamentale posée souvent. Dans quel contexte est né le Parti communiste chinois? Monsieur Ding Yifan, je vais commencer par vous. Le Parti communiste chinois est né dans un contexte historique un peu particulier. Parce que la dernière dynastie de l'Empire de Chine a été renversée en 1912. Donc, de 1912 à 1921, pendant une décennie, la Chine était, comme on dit, le chaos sous le ciel. Donc, c'était la guerre civile, la guerre entre les civils. Et puis, dans le contexte international, on a assisté à la victoire de la Révolution d'octobre en Russie. On a vu la naissance d'un premier État soviétique. Donc, c'est l'Union soviétique. Donc, le Parti communiste chinois est dans un nouvel contexte historique. Un certain nombre, on dirait, de petits politiques qui voulaient en finir avec le chaos en Chine, qui voulaient relancer l'unification de la Chine, la transformation de la Chine en quelque sorte une reconstruction de la Chine sur la base d'un chaos total. Olivier, avant de venir en Chine, connaissez-vous un peu sur l'histoire du Parti communiste chinois? J'avais une vague idée concernant la guerre sino-japonaise qui avait établi une trêve précaire entre communistes et nationalistes et aussi qui avait comme souci de joindre leurs efforts en formant un front uni contre l'envahisseur japonais. Mais après ce petit conflit, les rivalités internes sont nées entre le Kuomintang et le PCC et qui se sont soldées par la victoire communiste. Et nous avons bien entendu, avec la proclamation en octobre 1949 de la République populaire de Chine. Donc, en gros, ce sont là des notions théoriques vagues que j'avais avant mon arrivée en Chine. Bien entendu, j'ai eu une opportunité de voir le mode opératoire du parti dès mon arrivée en Chine, jusqu'à ce jour. On voit qu'à travers l'histoire, le rôle du Parti communiste chinois a aussi évolué avec le temps. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu les grandes étapes qui ont traversé le PCC et aujourd'hui son rôle? En fait, il faudrait distinguer en gros deux étapes dans le développement, dans l'évolution du Parti communiste chinois. La première étape était avant que le Parti communiste chinois n'arrive au pouvoir. Et la seconde étape, c'est que le Parti communiste chinois est devenu le parti au pouvoir, comment elle a organisé la reconstruction du pays et comment elle a trouvé sa propre voie de développement. Pendant la première étape, les grands événements qui ont marqué l'évolution du Parti communiste chinois, c'est d'abord l'insurrection armée dans les grandes villes, qui a accompagné la naissance du Parti communiste chinois, à l'image du communisme soviétique.
Mais ces insurrections ont fini par échouer parce que les conditions n'étaient pas les mêmes et l'insurrection n'a pas réussi. Alors, le deuxième événement, c'est la construction des bases révolutionnaires à la campagne et principalement dans des régions montagneuses. Et ceci a permis au Parti communiste d'avoir des bases solides dans la société chinoise. Troisième événement qui ont marqué l'évolution du Parti communiste chinois, c'est la Longue Marche. La Longue Marche, en fait, a fait connaître l'Arbre rouge à la population chinoise tout au long de son trajectoire, de son voyage. Puis la guerre anti-japonaise, la résistance contre les occupations japonaises qui ont gagné le cœur du peuple chinois. Et finalement, ce qu'on appelle la guerre de la libération. Pendant la guerre de la libération, le communisme, donc le Parti communiste chinois, a réussi à chasser le régime de Kuomintang à Taïwan. Donc, ce qui reste encore un problème d'actualité aujourd'hui entre la Chine continentale et Taïwan. Et puis, donc, c'est la fondation de la République populaire de Chine. C'est la première phase. La deuxième phase a été marquée par une série de terreurs, de terreurs de développement. Et puis, finalement, le Parti communiste chinois a trouvé une voie propre de développement. Première étape était la construction du premier plan quinquennal. Le premier plan quinquennal a permis à la Chine de construire une économie planifiée, complètement planifiée, avec l'assistance soviétique. Puis, deuxième élément important dans la deuxième phase, c'est le grand bond en avant. Le grand bond en avant a commis des erreurs sur le plan de développement économique, parce qu'on a réalisé après coup qu'une espèce d'aventurisme peut aussi conduire à une catastrophe de développement économique. Puis, le troisième élément, ce serait la révolution culturelle. La grande révolution culturelle a été aussi une grande erreur politique. Après cela est arrivée la réforme et l'ouverture vers l'extérieur. C'est après la réforme et l'ouverture vers l'extérieur que le Parti communiste chinois a trouvé sa propre voie de développement. Cette propre voie de développement reflète d'une certaine manière les anciennes sagesses de la tradition culturelle et politique chinoise. Olivier, comment percevez-vous le rôle joué par le Parti communiste chinois dans la vie sociale et économique en Chine? Ok, et bien de mon point de vue, le parti remplit un rôle analogue à celui exercé par les forces politiques similaires dans bon nombre de pays en développement. Donc c'est comme un levier de mobilisation pour le relèvement national, politique et économique tout autant. Et donc ce travail de mobilisation économique qui a prédominé dans la période récente a entraîné la transformation du parti, selon moi, en un organe de délibération, décision et de contrôle, et lequel a contribué tout à fois à libéraliser les institutions économiques et à assurer la stabilité sociale et politique. Donc, le rôle, selon moi, le rôle économique du parti a évolué. Actuellement, c'est un parti qui régule, c'est un parti qui distribue plus qu'il ne mobilise. Et nous avons des exemples patents, tels que je l'ai mentionné en amont, lors de la gestion de la crise Covid, la crise sanitaire, qui mettait en danger la santé de la population. Et aussi, je crois que tout le monde a eu vent de l'information, l'éradication de la pauvreté extrême. Ce sont les deux exemples patents. Nous montrons exactement le rôle, l'importance du PCC dans la vie sociale et économique de la Chine.
Hmm. Alors, il y a un autre thème qui vient reculer, c'est une comparaison du système politique chinois et le système politique occidental, de comparer le Parti communiste chinois aux autres partis dans le système occidental. Je vais continuer avec Olivier, puisque vous n'êtes pas chinois, donc est-ce que au début, ça vous arrive aussi de faire cette comparaison et d'essayer de comprendre le système, le parti d'un angle d'une façon de les comparer au système occidental? Nous pouvons comparer, selon moi, trois ensembles des valeurs politiques prioritaires dans les traditions chinoises et occidentales. Mais d'autres valeurs politiques influentes, telles que l'autodétermination, l'unité politique, peuvent être comparées en termes de pertinence politique. On pourrait aussi comparer le rôle du rituel en Chine et le droit en Occident et montrer comment ils façonnent différentes manières de résoudre les conflits, ou même montrer comment différentes valeurs politiques affectent les politiques étrangères de différents pays. Donc, tel que je l'ai mentionné en amont, nous pouvons systématiquement comparer trois valeurs dominantes des traditions philosophiques chinoises, telles que la méritocratie, par exemple, la hiérarchie et l'harmonie, avec les valeurs dominantes de la culture politique des sociétés occidentales régulières, connues en termes de démocratie, égalité et liberté. Ce sont là c'est plusieurs débats politiques. Hein. C'est ça qui anime les débats politiques en fait. Alors, Monsieur Ding Yifan, en fait, si on va faire un calcul, en fait, les membres du Parti communiste chinois sont très nombreux. Donc comment ils sont élus ou comment les gens adhèrent au Parti communiste chinois aujourd'hui? En fait, selon les termes chinois, les membres du Parti communiste chinois sont constitués des pionniers de la cause communiste ou de la cause du peuple, etc., etc. En fait, ce sont des membres loyaux de la société chinoise qui sont voués à la construction du pays, qui sont voués à faire des sacrifices au nom de l'unité nationale, etc. Ce sont des pionniers de cette cause nationale. On voit les membres du parti dans tous les secteurs du pays, à commencer par le travail le plus usuel, des militaires, des ouvriers, des intellectuels, des paysans, des femmes, des fermiers, etc., dans tous les secteurs de la société chinoise. C'est pour ça que nous avons un nombre important de membres au Parti communiste chinois, plus de 90 millions, ce qui dépasse de loin le nombre de populations de plus grands pays du monde, des grands pays du monde. Si vous prenez par exemple les pays européens, le nombre des membres du Parti communiste chinois dépasse de loin pratiquement la population de toutes les grandes puissances européennes. Alors, Olivier, quel est votre regard sur la représentativité du Parti communiste chinois au sein de la société chinoise? Eh bien, c'est comme le professeur Ding vient de le mentionner, mais je pourrais ajouter qu'en termes de représentativité, tout part, de mon point de vue, des préoccupations ou des questions phares guidant l'action politique en Chine. Par exemple, pour quel type de développement faut-il opter dans une nouvelle situation, ou alors de quelle manière faut-il se développer? Et ces questions phares forment ainsi un concept de développement scientifique dont l'essence même consiste à réaliser un développement intégral, coordonné et durable, plaçant l'homme au centre de toutes les préoccupations. Et cela nous ramène à la notion de triple représentation. Je crois que le professeur Ding sera d'accord avec moi que cette notion de triple représentation explicite trois catégories que le PCC devra représenter: les forces productives progressives, en termes de culture chinoise moderne, et aussi en termes des intérêts fondamentaux de la majorité de la population chinoise. Donc, tel que le professeur Ding vient de l'annoncer,
l'ensemble du territoire chinois est couvert en termes culture, en termes domaine ou secteur d'activité, et même groupe ethnique. Donc, je pense que cela sied, cette représentation sied au background historique et culturel chinois, vu qu'il est tellement divers. Alors aujourd'hui, quel est l'objectif ou quelle est la théorie du Parti communiste chinois aujourd'hui, Monsieur Deng Yifan? Oui, aujourd'hui, le Parti communiste chinois continue ses efforts dans la construction du pays. Le Parti communiste chinois est devenu le parti, disons, au pouvoir. Le parti au pouvoir, dont il pense à exercer le pouvoir au bénéfice de toute la population, au bénéfice de la construction du pays dans l'avenir, pour conduire la population à avancer sur la voie de la modernité, sur la voie de la modernisation. Cette année, c'est la première année du 14e plan quinquennal. Et l'objectif du développement de ce plan, de ce 14e plan quinquennal, est de rendre la Chine un pays moderne. Un pays moderne dans tous les sens. Le développement de l'économie chinoise visera un développement durable, vert et renouvelable. Et de ce point de vue, tout dernièrement, les dirigeants chinois sont allés prononcer, sont allés prononcer des discours au Forum du développement de Chine, et ils ont annoncé qu'à partir du 14e plan, la Chine se développera vers un modèle de croissance qui s'appuie beaucoup plus sur les valeurs dites vertes, en conformité avec l'environnement, en conformité avec la baisse de l'intensité énergétique. Donc l'économie va devenir beaucoup plus efficace, beaucoup plus en harmonie avec l'environnement. Et puis, comme la Chine a éradiqué la pauvreté absolue et l'objectif du développement social, ce serait un développement de la société harmonieuse, que la population ait une aisance beaucoup plus confortable à la fin du 14e plan quinquennal. Tout cela sont des objectifs du développement guidés par le Parti communiste chinois. Car il ne faut pas oublier que les objectifs du développement national sont décidés au moment de la session plénière du comité central du Parti communiste chinois. Alors, quelles sont vos réflexions sur ce problématique, Olivier? Nous constatons que la Chine rentre dans une nouvelle phase de développement pour construire un pays socialiste moderne de manière globale en cette année. Et tel que le professeur Ding l'a exprimé, puisque les dirigeants du parti, du PCC, ils ont adopté des propositions pour la formulation du 14e plan quinquennal et des objectifs à long terme. Et il est donc question d'accélérer les efforts visant à mettre en place un nouveau modèle de développement et à mettre en œuvre un développement de qualité et approfondir les réformes et l'ouverture. Et donc, cette année, le pays, de manière en fonction du rapport, fera un premier pas décisif dans la construction du nouveau paradigme de développement, dans lequel, par exemple, les marchés intérieurs et étrangers se renforcent mutuellement avec le marché intérieur comme pilier. Alors, il y a une autre question qui ont été posées souvent, c'est que les gens s'interrogent, est-ce qu'il existe l'opposition en Chine? Olivier, quel est votre constat? Si je ne me trompe pas, sauf si je m'abuse, nous avons 7 à 8 autres partis politiques qui sont officiellement reconnus, mais seul le Parti communiste a vocation à diriger le pays. Et ces groupes politiques sont souvent dits démocratiques et ils ont pour vocation à participer à l'administration des affaires chinoises.
Donc, en gros, il s'agit d'une coopération multipartite et de la consultation politique, le Parti communiste chinois en assurant la direction. Donc, pour en résumé, il existe d'autres partis, mais la relation qui les lie, c'est une relation de coopération et les autres partis jouant juste un rôle consultatif. Et je pense que le professeur Ding en dira plus. Mm. Et donc, est-ce qu'il y a un risque, Monsieur Ding, dans ce genre de relation, un manque de supervision ou de critique? Oh, ce n'est pas un manque de supervision, parce que le système de supervision existe en Chine depuis, je dirais pas depuis millénaires, mais au moins depuis des centaines d'années. En fait, sous l'empire de Chine, sous la dynastie Ming, sous la dynastie Qing, même sous les dynasties antérieures, il existait un système de supervision sur le pouvoir. Tant et si bien que même au moment des Lumières, au XVIIIe siècle, les philosophes français ont apprécié le système chinois. Voltaire, par exemple, disait qu'il faut apprendre auprès du système chinois parce qu'ils ont conçu un système de supervision où les officiels les plus haut placés de la cour impériale sont sous le contrôle, sous la supervision. Et bien sûr, à l'époque, les philosophes des Lumières ne pensaient pas que la démocratie serait une forme idéale de la gouvernance. Donc, ils pensaient que le régime chinois serait un modèle idéal à copier. Donc, c'était ça. Donc, il faut dire que le système de surveillance existe, de supervision, de surveillance existait en Chine dans l'Antiquité. Et maintenant, depuis la création du Parti communiste chinois, nous avons créé aussi un système de surveillance et de supervision au niveau de l'État, au niveau du Parti communiste chinois. Au niveau du Parti communiste chinois, il y a un comité de discipline parallèle au Parti central du parti. Et ce comité de discipline est très puissant et exerce un contrôle sur les dirigeants du parti. Donc ça, c'est quelque chose. En plus, parmi les partis démocratiques et le Parti communiste chinois, il y a aussi un rôle. Non seulement il y a un rôle de consultation, de conseil, etc., mais il y a aussi un rôle de critique. Souvent, si une politique publique n'est pas menée correctement, elle ferait l'objet d'une critique de la part des partis politiques, des partis démocratiques, mais aussi de ce qu'on appelle la conférence consultative politique. La conférence consultative politique est composée des membres, disons, des membres éminents de la société civile. Souvent, ce sont des notables, pour prendre le terme occidental, des notables qui ont une certaine influence dans la société chinoise. Quelquefois, il s'agit des personnalités indépendantes, mais qui ont une bonne réputation sociale. Et les membres de la conférence consultative n'hésitent pas à formuler des critiques vis-à-vis des politiques publiques qu'ils estiment pas correctes. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de discussions qui sont lancées autour du mythe, autour du système politique chinois et en particulier autour du Parti communiste chinois. Quelles sont, selon vous, à vos observations, les idées reçues les plus récurrentes du Parti communiste chinois? Dans l'opinion publique occidentale, ils disent que la Chine serait dirigée par un parti communiste comme les autres, seul communiste, etc. Ils se trompent sur la nature du Parti communiste chinois. Parce que le Parti communiste chinois est dans la lignée des traditions politiques chinoises, millénaires. Sinon, il n'aurait pas réussi aussi facilement sur le terrain chinois.
euh, à bien des égards, ils ont surestimé le rôle du multipartisme ou du bipartisme, ou les avantages du multipartisme ou du bipartisme dans le fonctionnement des institutions publiques. En fait, que ce soit le bipartisme ou le multipartisme, sont nés, ces partis, ces régimes politiques, sont nés d'un hasard de l'histoire. En fait, le bipartisme anglais est né d'une dispute au sein même du Parlement anglais à propos d'un roi, de l'origine d'un roi anglais. Est-ce que James II est catholique ou protestant, etc. C'est tout simplement à cause de ça. Aux États-Unis, le bipartisme est né de la querelle personnelle entre Hamilton et Jefferson, parce que ce sont deux personnalités tellement importantes, etc., qui ont créé autour de ces deux personnalités des forces politiques. Et ça a créé le bipartisme américain. Il ne faut pas oublier que pendant le discours de démission de George Washington, le premier président, il a donné même comme alerte aux élites politiques américaines qu'il ne faut pas jouer le jeu de la politique des partis. C'est dangereux parce que le jeu des partis politiques pourrait ruiner les États-Unis, le pays, pourrait ruiner l'Amérique à l'image des pays européens. Parce que pour les pères fondateurs des États-Unis, le jeu des partis politiques, comme en Europe, était l'origine du déclin, l'origine de la décadence du vieux continent. Donc c'était ça. Donc il ne faut pas oublier ces leçons historiques. Alors, quelles sont vos réflexions sur ce problématique, Olivier? Je pense que d'un point de vue personnel, je peux résumer en 3 mots. Rigueur, coordination et symbiose. Et ça, je parle d'un point de vue plus pratique, parce que, tel que je l'ai mentionné en amont, les données théoriques, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre un concept, le fonctionnement d'un certain organisme, bien sûr la pratique vaut le coup, mais aussi la théorie. Donc c'est un assemblage de la pratique et la théorie. Donc rigueur face à la gestion de Covid, je prends toujours ça à terme exemple parce que je n'ai pas quitté le territoire chinois depuis la crise Covid et j'ai eu le temps de voir tout le mode opératoire de la politique, des réglementations jusqu'aux implémentations par secteur, par quartier, par province, etc., par district. Et aussi coordination. J'ai eu le temps de voir la coordination du gouvernement ou des membres du parti, parce qu'à l'université de Pékin, nous avons beaucoup de membres du parti. J'ai pu voir la coordination des membres du gouvernement ou des membres du parti et des populations, puisque pendant la lutte, on a eu à avoir des coopérations avec les Chinois et la symbiose surtout, la symbiose. Et en gros, je me dis, ce parti, il met l'homme, il met la population au centre de toute décision. Donc, c'est ce qui me mène à ces 3 mots, rigueur, coordination et symbiose. Je vous remercie tous les deux d'avoir nous donné des éclaircissements. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.